D'abord, le sujet de la conférence internationale, cela fait plus de 30 ans que l'on parle d'une conférence internationale sur le Proche-Orient. On en parlait déjà dans les années 80. Donc il n'y a là rien de nouveau. Mais la véritable question qui se pose aujourd'hui, au-delà de ce qu'a mentionné effectivement Yitzhak Levanon, à savoir que la France annonce dès le début quelle sera sa réaction en cas d'échec, donc cela ne fait qu'encourager bien entendu les Palestiniens à ne pas négocier, en tout cas ne pas négocier de bonne foi. Mais cette reconnaissance, qu'en sera-t-il des frontières de l'État palestinien ? Seront-elles les frontières du plan de partage de l'ONU, des lignes d'armistice de 1949 ? Et quid de la question de Jérusalem? Je rappelle que la France ne reconnaît toujours pas officiellement aujourd'hui même la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Ouest. Qu'en sera-t-il de la question des réfugiés? Est-ce que la France exigera des Palestiniens à renoncer à ce qu'ils appellent ce soi-disant droit au retour qu'ils affirment appliquer aux descendants des réfugiés de 1948? À toutes ces questions, la France aujourd'hui ne donne pas de réponse. Or, il faudra bien y répondre à ces questions si la France décide dans quelques mois de reconnaître un État palestinien. Alors on voit qu'il y a une divergence aujourd'hui très nette entre Israéliens et Palestiniens sur la méthode de négociation. C'est-à-dire qu'Abbas ne veut plus entendre parler de négociations directes et en tête-à-tête avec Israël, ce qui n'est pas le cas des Israéliens qui... Regardez, la politique israélienne depuis très longtemps, c'était que la seule façon d'arriver à un accord, ou une compréhension complète entre les deux parties, c'est de parler tête à tête. Ce sont des pourparlers directs. Ça a été toujours la position israélienne, elle l'est toujours. Et la seconde chose, c'est que les États-Unis appuient Israël dans ce sens-là. Lorsque M. Fabius a fait mention de cette initiative d'une conférence internationale, les États-Unis lui ont dit qu'eux, ils poussent toujours vers les relations directes. Le fait que Riyad el-Malki au Japon disent qu'ils ne vont plus parler directement avec Israël, à mon avis, ce n'est pas un bon signe du tout. Ce n'est pas possible, disons, de solutionner un problème entre nous et nos voisins, ou entre deux antagonistes, à travers une tierce partie. Et ça ne marche pas. La tierce partie peut faciliter les choses pour les amener autour de la même table. La seconde chose, c'est la conférence internationale que Emmanuel vient de parler avec justesse, disons dans les années 80. Et la question, elle est tombée très bien, très vite, elle est tombée à l'eau. Et pour la simple raison, parce que les gens, les États-Unis ou l'Union européenne à l'Europe, à l'époque, avaient dit quel rapport a, par exemple, le Mali, le Djibouti ou la Corée du Nord avec, disons, le destin du peuple palestinien et du peuple israélien. Est-ce que c'est possible, par exemple, qu'eux vont décider quel sera le sort de futures relations entre les deux pays, enfin, Palestiniens et Israéliens, ou bien, éventuellement, la création d'un État palestinien? Le troisième point qui est important, c'est que dès l'instant que M. Fabius, parce que c'est M. Fabius qui est derrière ce plan, il a présenté ce plan pour une conférence internationale, en fait, ce que lui, il est en train de faire, il est de dire, bon, moi, je ne suis pas d'accord pour des relations directes entre Palestiniens et Israéliens. Donc, c'est contre la politique, disons, des États-Unis et d'Israël en même temps. C'est pour cela qu'à mon avis, cette initiative, il y a d'autres complications. Par exemple, les termes de référence. Que fera la France? Est-ce qu'elle fera la navette entre les deux, les pays arabes, et entre 60 pays du monde qui aimeraient participer? Ils vont faire la navette pour voir quels seraient les termes de référence, quel sera l'agenda. Donc, à mon avis, c'est une initiative qui n'a pas été bien préparée et peut-être elle est morte-née. C'est votre avis, Emmanuel Navon? Il faut bien comprendre une chose, c'est que le fossé entre Israël et les Palestiniens est énorme sur les questions fondamentales, la question des réfugiés, la question des frontières et la question de Jérusalem. Et c'est sur ces trois dossiers, en particulier Jérusalem et les réfugiés, qu'a échoué la conférence de Camp David en 2000, que le leadership palestinien a rejeté également le plan Clinton en décembre 2000 et la proposition Olmert en septembre 2008. Ce fossé, il existe toujours. Et c'est parce qu'il existe que les Palestiniens, finalement, essaient d'imposer leur position via l'ONU. C'est ça, en fait. Ils essaient d'obtenir une résolution du Conseil de sécurité qui leur donnerait gain de cause, là où ils n'obtiennent pas gain de cause dans les négociations bilatérales avec Israël, puisque dans les négociations bilatérales, ils n'obtiennent pas d'Israël une renonciation complète d'Israël sur le mont du Temple et sur Jérusalem-Est. Ils n'obtiennent pas d'Israël
le soi-disant droit au retour qui en fait est incompatible avec une solution des deux États, puisque la façon dont les Palestiniens affirment que le droit du retour doit être implémenté, cela signifie qu'Israël deviendra un État binational avec une majorité arabe. C'est ça le droit du retour. Donc là-dessus, les Palestiniens n'ont jamais obtenu et n'obtiendront jamais de gain de cause, et ils essaient par conséquent d'obtenir gain de cause par le biais d'une conférence internationale et d'une résolution au Conseil de sécurité, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, la résolution qui fait autorité du Conseil de sécurité, c'est la résolution 242, qui parle d'une solution juste au problème des réfugiés, qui ne peut pas évidemment signifier le soi-disant droit au retour, qui parle d'un retrait israélien de territoire dans la version anglaise qui fait autorité, et par conséquent, la profondeur du retrait est négociable et que le retrait est conditionné par des accords de paix. C'est cela que les Palestiniens veulent changer au Conseil de sécurité. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose qu'Israël n'acceptera jamais. Je doute que la France parvienne à promouvoir une telle résolution au Conseil de sécurité. Et si elle s'en tient uniquement à une reconnaissance d'un État palestinien, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela ne résoudra pas les questions de fond que je viens d'évoquer. Au contraire, elles resteront en suspens. Alors, on a observé aujourd'hui quand même une position assez étonnante affichée par un dirigeant européen, pas n'importe lequel, Angela Merkel, chancelière allemande, qui dit clairement que le temps n'est pas venu d'envisager la solution à deux États. Non, enfin pour des grands pas à prendre, disons des grandes décisions à prendre, parce que c'est vrai, regardez la situation au Moyen-Orient. Et c'est pas la question israélo-palestinienne seulement, enfin le Moyen-Orient est en feu complètement, et depuis le Maghreb jusqu'au Mashrek, et on voit ce qui se passe, que ce soit en Syrie, que ce soit même au Liban, au Yémen ou ailleurs. Donc la Merkel, elle voit très clair la situation, elle dit bon, et ce qu'on peut faire, ce sont des petits gestes, disons, pour retrouver la confiance mutuelle qui entre nous n'existe pas. Mais je voudrais m'attarder sur un petit point, à mon avis, qui est très important, c'est que Emmanuel vient de mentionner, c'est la résolution du Conseil de sécurité, la 242. Et regardez, dans les 5 ou 10 dernières années, tout le monde l'ignore. Mais c'est une résolution clé, parce que c'est cette résolution, qui a 3 articles qui parlent des territoires, qui parlent de la paix et qui parlent des réfugiés, qui, en fait, constitue le cadre d'une solution entre nous et les Palestiniens. Et tout le monde l'ignore, y compris Israël. Et je ne comprends pas ça pourquoi. Il faut insister sur le retour de la 242 qui parle carrément de quelle façon ce sera la résolution de ce conflit entre nous et les Palestiniens. Donc, à mon avis, ce que la France est en train de faire maintenant, c'est de mettre de côté les discussions directes, la 242, et introduire des gens qui n'ont rien à voir avec la solution. La Corée du Nord, si elle aimerait participer à cette conférence internationale, eh bien, personne ne pourra lui dire non. Et ce sera la Corée du Nord qui va décider. Donc, je crois qu'ici, l'Union européenne n'est pas derrière pour l'instant. Elle n'est pas derrière. Et en plus, je ne suis pas tout à fait convaincu. Quelle serait la position du président Hollande? Parce qu'on sait tout le monde que la politique étrangère de la France, elle est décidée à l'Élysée, elle n'est pas décidée à Matignon. Et on le sait, au Quai d'Orsay, pardon. Manuel Nabon, sur cette déclaration d'Angela Merkel? D'abord, cette déclaration montre qu'il y a clairement là-dessus un désaccord entre la France et l'Allemagne, que le couple franco-allemand n'est pas à l'unisson, en tout cas sur ce dossier. Comme l'a dit Yitzhak Levanon, je pense que la chancelière allemande ne fait que se rendre à l'évidence, à savoir que le Proche-Orient est une région à feu et à sang, une région dans laquelle les États implosent les uns après les autres. Et dans un tel contexte, créer un autre État défaillant, qui serait sans doute un État islamiste, comme si c'était la chose la plus urgente à faire, alors que tous les États implosent les uns après les autres, cela défie la logique. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas tenter de résoudre le conflit, mais il faut le faire de façon pas à pas et en prenant en compte le contexte géopolitique de la région et ne pas se précipiter. Alors c'est vrai que le conflit existe depuis longtemps, mais cela ne signifie pas qu'il faille de façon artificielle, avec des dates butoirs qui sont contre-productives et qui envoient le mauvais message, à mon avis, aux différentes parties. Et je crois que pour terminer, si l'Europe, pas seulement la France, mais si l'Europe veut jouer un rôle constructif dans la résolution, en tout cas partielle, de ce conflit, c'est d'envoyer un message aux deux parties. Et quand on sait que c'est le leadership palestinien qui a refusé toutes les propositions de compromis ces 15 ou ces 20 dernières années, je crois que l'Europe doit envoyer un message très clair au leadership palestinien sur la question des réfugiés en particulier et de Jérusalem, et comme on vient de lire de la résolution 242, parce que tant que les Palestiniens ne sentiront aucune pression sur eux, ils n'auront aucune raison de faire des compromis.
Merci Emmanuel Navon, merci à vous. Yitzhak Levanon, évidemment, on suit.